Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce live. On poursuit ensemble les révisions pour le bac qui approche à grands pas. Au programme d'aujourd'hui, c'est donc la philosophie. Et alors pour cela, je suis avec Pierre Soubial. Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur pour lesbonsprofs.com et vous allez nous proposer un sujet de dissertation. Alors quel sujet vous nous proposez aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, nous allons traiter le sujet suivant. Peut-on se mentir à soi-même ? Bien, vous pouvez poser toutes vos questions pendant ce corrigé que Pierre va vous proposer. Je reviendrai à la fin pour les poser directement. N'hésitez surtout pas, si vous en avez dès maintenant, n'hésitez pas et je vous retrouve à la fin. Je laisse Pierre dérouler la dissertation. Merci. Alors, ce sujet, peut-on se mentir à soi-même, est un sujet d'un niveau de difficulté moyen. Alors, dès qu'on a le sujet le jour du bac, comme celui-ci, la première chose à faire au brouillon, ça va être d'analyser les termes. Bien penser à analyser tous les termes du sujet. Ici, évidemment, ce qu'il ne faut pas louper, c'est le peut-on. Le peut-on, tout élève de terminale doit savoir que ça a deux sens. Peut-on, ça veut d'abord dire est-ce possible, et peut-on, c'est aussi est-ce légitime. Donc le sujet, on peut le prendre avec les deux sens du peut-on. Est-il possible de se mentir à soi-même? Est-ce légitime? Et ensuite, définir le mensonge. Alors attention, là aussi, on ne vous demande pas une définition du dictionnaire. Définissez le mensonge, vous savez ce que ça veut dire avec vos propres termes, n'ayez pas peur de le faire. Donc ici, on peut proposer la définition suivante. Le mensonge, le fait de mentir, c'est attitude qui consiste délibérément, intentionnellement, volontairement, à taire ou travestir la réalité, la vérité que l'on connaît dans le but de tromper autrui. Alors une fois qu'on a défini les termes, ce qu'il faut faire ensuite, toujours au brouillon, c'est de tâcher de dégager le problème que renferme le sujet. Pour dégager le problème, il faut dégager une première réponse. La première réponse à la question, c'est ce qu'on va appeler l'opinion commune. Alors l'opinion commune, ce n'est pas forcément votre opinion. L'opinion commune, c'est la réponse spontanée, celle qu'on va donner à la question, disons, sans réfléchir très longtemps. C'est la réponse un peu immédiate, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, mais en tout cas, c'est la réponse spontanée. Alors, à la question « peut-on se mentir à soi-même ?», on va partir de l'idée que ça semble impossible de se mentir à soi-même. En effet, on va donner un argument tout de suite, le mensonge implique une dualité, celle du trompeur et du trompé. Pour mentir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaisse la vérité, et il faut quelqu'un qui est trompé, qui ne connaît pas la vérité. Il semblerait qu'il faut être deux pour être trompé, or le sujet, il est un. Alors une fois qu'on a donné la première réponse, celle de l'opinion commune, il faut ensuite dégager un paradoxe, une deuxième réponse. Oui, il semble cependant fréquent de se mentir à soi-même. L'expérience montre en effet que certaines personnes semblent connaître la vérité, mais en même temps la refuser, et on va même dire que certaines personnes se voilent la face. On a donc deux réponses qui sont vraies en même temps, mais qui se contredisent. C'est la définition d'un problème. Voilà. Donc maintenant qu'on a les deux premières réponses qui se contredisent, opinion commune et paradoxe, on formule la problématique qui reprend les termes de l'alternative. Peut-on se mentir à soi-même ou bien le mensonge n'est-il et nécessairement toujours destiné qu'à autrui? Petit rappel de méthode. On va rentrer dans la rédaction des parties. Dans chacune des parties, il va falloir reprendre une thèse. Ce qu'il faut simplement bien avoir en tête, c'est que dans chacune des parties, il faudra 3 paragraphes. 3 paragraphes avec au choix, vous êtes assez libre, soit vous prenez 3 arguments qui sont différents les uns des autres, mais dans ce cas-là, vous allez du plus simple au plus complexe, soit 2 arguments, dans ce cas, vous faites 2 arguments sur 2 paragraphes et le reste dans le dernier paragraphe, soit un argument en 3 paragraphes, un argument que vous détaillez en 3 temps. Vous êtes assez libre de le faire, mais en tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est la règle d'or suivante, il ne faut jamais commencer votre partie par un auteur. Il ne faut jamais commencer sa partie en écrivant Descartes écrit que. Si vous faites ça, vous coupez l'herbe sous le pied à la réflexion. Il vaut mieux commencer d'une réflexion personnelle et ensuite utiliser les auteurs et les distinctions conceptuelles vues en cours pour approfondir. Alors on y va tout de suite pour la première partie. Peut-on se mentir à soi-même? Première partie, il semble impossible de se mentir à soi-même. On va faire 3 paragraphes dans cette première partie. Dans le premier paragraphe de la première partie, c'est bien de reprendre ce qu'on a dit au début de l'introduction dans l'opinion commune et de l'approfondir un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on a dit dans l'opinion commune? On a dit que le mensonge impliquait la dualité du trompeur, qui connaît la vérité, et du trompé qui l'ignore.
Le mensonge à soi-même, donc, s'il était possible, semble impliquer que l'on puisse penser une chose tout en n'en ayant pas conscience. Et ensuite, que le sujet puisse se scinder en deux, qu'il y ait à la fois dans le même sujet le trompeur et le trompé. C'est ça que ça semble impliquer, le mensonge à soi. Or, c'est ce qu'une définition classique de la conscience semble exclure. C'est ce qu'on va voir dans les 2 paragraphes suivants. Deuxième paragraphe, en effet, on va approfondir un petit peu ce thème de la conscience. La conscience de soi se présente d'abord comme une connaissance de soi, comme une transparence à soi. C'est Descartes qui, mettant au centre de la philosophie le thème de la conscience, dans l'histoire des idées, Descartes qui définit la pensée par la conscience. Pour Descartes, il ne peut pas exister de pensée qui ne soit pas en même temps consciente. C'est ce qu'il dit dans la définition de la pensée qu'il formule dans les principes de la philosophie, qui peut être bien de connaître par cœur. Par le mot de pensée, j'entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes. Autrement dit, je ne peux pas penser une chose sans m'en apercevoir. Pensée égale conscience. Très bien. Donc de ce point de vue-là, il semble impossible de connaître la vérité et de l'ignorer, donc de se mentir à soi-même. Ensuite, 3e paragraphe, on va approfondir un tout petit peu encore le thème de la conscience. La conscience est aussi une faculté de synthèse qui m'élève au statut de personne. Alors ça, c'est la thèse d'Emmanuel Kant. Kant nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'un être humain, c'est un individu qui change. Un être qui change, son corps change, il vieillit, mais également ses pensées. On a une vision du monde quand on est adolescent, et puis celle qu'on a à l'âge adulte, souvent, n'est pas la même. Donc on change beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'on a une identité à travers ce changement? L'intuition de Kant est la suivante. C'est que tout changement implique la permanence de ce qui change. Quand on dit à une personne « tu as changé », quelque part, c'est qu'on considère qu'elle est aussi restée un petit peu la même, sinon il n'y aurait pas de sens à lui dire « tu as changé ». Alors qu'est-ce qui fait que l'on reste les mêmes malgré la diversité de nos états, tant sur le plan physique que mental? Eh bien c'est la conscience. La conscience qui est une faculté de synthèse et qui me permet d'unifier la diversité de mes représentations dans l'unité d'un sujet. Donc, ce qu'on va en tirer comme conséquence de cette thèse-là, c'est que la conscience procure au sujet une unité, une identité personnelle. Je ne peux pas être deux en moi. Je suis nécessairement un, et de ce point de vue-là, je ne peux pas me mentir à moi-même. Il en va de certains enjeux moraux et juridiques. Par exemple, si on m'accuse de quelque chose, si je n'avais pas cette unité, cette identité personnelle, je pourrais très bien dire ce n'était pas moi, etc. Mais non, la conscience fait que j'ai cette identité. Voilà pour la première partie. Étape capitale ensuite, à ne surtout pas louper, la transition. La transition, c'est très simple, mais c'est fondamental. 2 choses dans la transition. On récapitule la thèse, on commence par faire ça, et ensuite on formule une objection. C'est très rapide. Récapituler la thèse. Nous avons démontré dans cette première partie qu'il semblait impossible de se mentir à soi-même, d'après la définition même de ce qu'est la conscience. Pas la peine de redonner tous les arguments. Et ensuite on formule une objection qui permet de passer à la partie suivante. Mais alors, comment faire droit à l'expression commune « il se ment à lui-même » ? Comment justifier qu'une personne puisse se voiler la face ? Notre première définition de la conscience rencontrerait-elle des insuffisances? On y va pour la deuxième partie. Il est possible que l'homme se mente à lui-même si toute pensée n'est pas immédiatement consciente. Alors on reprend encore une fois dans le premier paragraphe ce qu'on a dit dans l'introduction, mais cette fois-ci au niveau du paradoxe. On constate en effet que certaines personnes, nous parfois, refusons d'admettre une vérité dont on a pourtant conscience. Alors il y a plein d'exemples qui viennent, mais on peut penser à la fable de La Fontaine, la fable du renard et des raisins, c'est cette histoire du renard qui est affamé et qui aperçoit des raisins au loin, qu'il ne peut atteindre, et qui se dit, de toute façon ils sont trop mûrs, et il s'agit là d'un fruit de goujat. Donc là, il se ment à lui-même, il se donne des excuses pour ne pas attraper ses raisins, alors qu'en fait, il ne peut pas les attraper. Il trouve une bonne raison de ne pas aller les attraper. Il se ment à lui-même. Comment c'est possible? Notre définition de la conscience était-elle insuffisante? Eh bien, oui, certainement, si l'on prend en compte les découvertes de la psychanalyse, 2e paragraphe, qui remet en cause l'idée cartésienne que toute pensée est réellement consciente. C'est Freud qui démontre que toute pensée n'est pas consciente. Freud, à travers toute son œuvre, c'est sa grande trouvaille, explique qu'il existe un inconscient psychique qui fait que je n'ai pas conscience de tout ce qui se passe en moi. Alors, qu'est-ce que l'inconscient pour Freud? Une définition simple à connaître. L'inconscient pour Freud, c'est l'ensemble des désirs refoulés. Pourquoi je refoule certains désirs? Eh bien simplement parce que ces désirs sont incompatibles avec les exigences morales de l'individu et de la société. Du coup, je les refoule dans l'inconscient. Il y a comme une douane à la frontière de la conscience qui laisse passer les désirs licites et qui renvoie dans l'inconscient ceux qui sont interdits. Le sujet est donc scindé en deux, l'inconscient et le conscient, ce qui semble permettre d'expliquer que l'on puisse se mentir à soi.
Je peux me mentir à moi-même car je refoule certaines pensées, et parfois ces pensées refoulées d'ailleurs vont ressurgir à la conscience, qui montre bien que j'étais en train de me mentir à moi-même. Alors Freud prend cet exemple de l'orateur qui n'a pas du tout envie de faire un discours devant l'assemblée qui s'apprête à l'écouter, et qui, au moment où il s'apprête à parler, au lieu de déclarer « la séance est ouverte », va dire « la séance est close ». Ça, c'est un lapsus qui montre bien que je pense le contraire de ce que je m'apprêtais à dire, mais que je m'étais aussi convaincu du contraire de ce que je pense réellement. C'est une forme de mensonge à soi, mais c'est l'inconscient qui est en jeu ici. Donc, que faut-il faire ensuite pour lever ce mensonge à soi pour Freud? Eh bien, c'est simple. Il faut passer par la cure psychanalytique, par la thérapie, pour lever les barrières, la douane de l'inconscient. La thérapie psychanalytique qui a pour fonction de me faire prendre conscience de ce que j'ai refoulé, donc ça suppose la médiation du psychanalyste, de toutes les questions qu'il me posera pendant un très long moment, mais le fait de prendre conscience au fur et à mesure de ce travail de ce que j'ai refoulé me permettra de me débarrasser de ce mensonge que j'adressais à moi-même et qui, pour Freud, peut être aussi une cause de souffrance, et c'est souvent le cas de névrose, etc. Voilà. Donc, en suivant une psychanalyse, je peux lever le refoulement. On passe à la transition, encore une fois. On récapitule la thèse. Nous avons tenté de démontrer, c'est bien de dire qu'on a tenté de démontrer plutôt que d'affirmer on a démontré de manière claire et définitive. Nous avons tenté de démontrer, dans cette seconde partie, la possibilité, de justifier la possibilité du mensonge à soi-même en recourant à l'hypothèse psychanalytique. Celui qui trompe, c'est l'inconscient. Celui qui est trompé, c'est le conscient. Et on formule une objection qui permet de passer à la dernière partie. Alors, comment on va faire pour former une objection à ce que l'on a formulé ici? C'est bien d'avoir son cours en tête ici sur l'inconscient et notamment des critiques qu'on peut adresser à l'inconscient. Voici l'objection. Mais s'agit-il d'une bonne solution, la solution psychanalytique? En effet, pour mentir, il faut connaître la vérité. Or, précisément, c'est ce qui est refusé dans l'optique de Freud. En effet, l'inconscient, il est inconscient, il ne sait pas. Donc, est-ce qu'il connaît vraiment la vérité? Est-ce qu'on peut dire que quand je suis trompé par mon inconscient, je me mens à moi-même? Ça pose problème. Troisième partie. Il est possible de se mentir à soi-même car la conscience est de mauvaise foi. Alors, je fais un rappel. Là, on a les titres, mais dans votre dissertation, il ne faudra pas mettre les titres des grandes parties. Là, on annonce la thèse, mais ce que vous pouvez tout à fait faire, et c'est même recommandé au début d'une grande partie, c'est d'annoncer, mais non pas sous la forme de titre, l'idée que vous allez défendre dans la partie. Vous pouvez commencer votre partie en écrivant « Dans cette troisième partie, nous allons défendre l'idée selon laquelle la conscience est de mauvaise foi ». Ça marche très bien, mais pas de titre souligné, etc. Alors, voici l'idée. L'hypothèse d'un refoulement inconscient est contradictoire. Pour mentir, il faut connaître la vérité. Or, dans le cadre de l'hypothèse psychanalytique, la vérité ne peut pas être connue puisqu'elle est inconsciente. Celui qui fait cette objection très sérieuse et très grave à la psychanalyse, c'est Sartre. Il faut bien connaître, il n'y a pas beaucoup d'objections qu'on peut faire à la psychanalyse, mais celle de Sartre, elle est assez simple, elle est très efficace dans une dissertation. Qu'est-ce que Sartre reproche à la psychanalyse et à la thèse de Freud? Eh bien, pour Sartre, la psychanalyse, ou plus précisément l'idée d'un refoulement inconscient, est une contradiction. En effet, dit Sartre, l'idée de refoulement repose sur la notion de censure. La censure, vous savez, c'est cette douane qui est à la frontière de la conscience et qui laisse passer les désirs licites, par exemple la faim, la soif, et qui repousse dans l'inconscient les désirs interdits. Bon. Autrement dit Sartre, si on regarde l'activité de la censure, on remarque que la censure, la douane, elle est dotée d'une certaine connaissance. Or, dans l'optique de Freud, cette douane est inconsciente. Autrement dit, si on prend les mots au sérieux, c'est une connaissance qui, parce qu'elle est inconsciente, ignore qu'elle sait. C'est un savoir qu'il ne sait pas qu'il sait. Or, tout savoir, dit Sartre, en cela il reprend le philosophe Alain, est savoir qu'on sait. Je ne peux pas savoir et ignorer que je sais en même temps. Donc, l'activité de censure, si elle existe, est nécessairement consciente. Il n'y a pas d'inconscient, c'est pas possible. Je ne peux pas refouler inconsciemment. C'est contradictoire pour Sartre. Tout se passe donc comme si la conscience pouvait savoir, elle sait très bien ce qu'elle ne veut pas savoir, mais elle est capable de faire semblant de ne pas savoir. On peut savoir en faisant semblant de ne pas savoir. On retrouve notre problème. Comment est-ce possible? Eh bien, pour Sartre, la réponse est assez célèbre dans sa philosophie, c'est parce que la conscience peut être de mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est l'autre nom du mensonge à soi-même. On va se référer ici au texte le plus célèbre de Sartre, L'être et le néant, qu'il a écrit en 1943, cette thèse philosophique majeure. Ce que dit Sartre, c'est que la conscience
peut se mentir à elle-même parce qu'elle est douée d'une caractéristique qui s'appelle l'intentionnalité. Et l'intentionnalité de la conscience, c'est l'idée selon laquelle la conscience vise toujours un objet en même temps qu'elle se vise elle. Quand j'ai conscience de moi, j'ai en même temps conscience d'un objet. Je ne peux pas avoir conscience de moi-même sans avoir conscience d'un objet en même temps. Or, de ce point de vue-là, la conscience, du coup, peut tourner son regard dans deux directions. Soit elle se regarde elle, et dans ce cas-là, elle est une conscience réfléchie, soit elle regarde l'objet, et là, et c'est ce qui va expliquer le mensonge à soi-même, elle peut s'absorber dans l'objet au point de s'obscurcir sans jamais cependant s'anéantir comme conscience. Sartre prend un exemple très célèbre, c'est l'exemple de la coquette. La coquette, c'est cette femme qui va à un rendez-vous galant. Elle sait très bien, dit Sartre, les intentions que nourrit l'homme qui lui parle à son égard. Elle le sait très bien. Elle sait qu'elle va devoir choisir, mais elle ne veut pas sortir l'urgence de la situation. Par conséquent, elle va se laisser absorber par le charme de la situation. Mais voici que l'homme s'enhardit, dit Sartre, et lui prend la main. Il lui prend la main. Du coup, la coquette, soit elle retire sa main, mais elle rompt le charme de la situation, soit elle retire sa main, mais dans ce cas-là, elle rompt aussi le charme de la situation. Elle veut continuer de rester dans cette situation. Alors qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, dit Sartre, elle va s'absorber dans la conversation. C'est-à-dire qu'elle va se faire tout esprit, elle va s'élever vers les sommets du débat intellectuel et sentimental, de telle sorte que le divorce entre le corps et l'esprit soit accompli. Elle va faire comme si elle ne s'apercevait pas que sa main était dans la main de l'homme. C'est ça être de mauvaise foi, c'est quand la conscience s'absorbe dans l'objet qu'elle vise au point d'oublier une partie d'elle-même. Elle se ment à elle-même. Quelque part, cette idée qu'on peut être conscient et pas conscient en même temps, on en fait l'expérience assez souvent. On peut prendre le cas d'un élève qui, par exemple, est en classe, qui entend le professeur, mais qui ne l'écoute pas, parce qu'il écoute, par exemple, le chant des oiseaux dehors. À la fois, on ne peut pas dire qu'il n'est pas conscient de ce que dit le prof, mais il n'en est pas conscient en même temps, parce que l'attention de sa conscience est portée vers un autre objet. Il entend, mais il n'écoute pas. Bah oui, c'est ça que la conscience peut faire, elle peut s'absorber dans un objet. Alors pourquoi maintenant se ment-on à soi-même ? Eh bien, le mensonge à soi-même pour Sartre est une tentative pour fuir sa responsabilité. Là encore, c'est l'être et le néant, la référence. Pourquoi est-on de mauvaise foi ? Eh bien, pour Sartre, c'est simplement pour fuir sa condition. Et sa condition, c'est quoi ? C'est celle d'un homme libre qui est toujours obligé de choisir, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Or, le grand drame de l'homme pour Sartre, c'est qu'il n'est pas une chose. Une chose, elle est toujours le jeu des circonstances. Elle n'est jamais responsable de ce qu'elle fait. L'homme, lui, il est toujours obligé de choisir. Être de mauvaise foi, c'est une manière pour moi de prétendre exister sur le mode d'une chose. Comme fait la coquette, elle est toute conscience, dit Sartre, elle prétend n'être qu'une conscience, comme ce cendrier n'est qu'un cendrier, comme ce verre n'est qu'un verre, etc. La mauvaise foi, c'est une tentative pour me débarrasser de mon statut de conscience, c'est une tentative qui vise à nous déresponsabiliser. Pour terminer, on prendra un dernier exemple. Sartre, pour expliquer la mauvaise foi, va prendre l'exemple de l'occupation. Il a écrit une phrase où il dit « Nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation », ce qui peut paraître paradoxal, mais en fait, ce que veut dire Sartre, c'est que pendant l'occupation, on était constamment renvoyé à la nécessité de choisir entre collaborer ou résister. Donc on était libre constamment. Et celui qui est de mauvaise foi, c'est celui qui prétendra qu'il était le jeu des circonstances et qui dira « J'ai collaboré parce que j'étais déterminé à le faire par la situation ». C'est ça le mensonge à soi-même. Voilà. On peut maintenant conclure. Il est possible de se mentir à soi-même. N'oubliez pas qu'il faut trancher dans la conclusion. Et on rappelle le parcours très rapidement. C'est une possibilité qui paraît impensable si l'on s'en tient à la définition classique de la conscience cartésienne. En même temps, l'hypothèse freudienne permet de comprendre la possibilité du mensonge à soi en scindant le sujet en deux, accusant ainsi l'inconscient de tromper le conscient. Et enfin, mais si le mensonge applique la connaissance de la vérité, le mensonge à soi-même ne peut être le fait que d'une conscience. La conscience peut se duper elle-même en se visant comme chose. Le mensonge à soi-même est donc une tentative qui vise pour l'homme à fuir sa responsabilité. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces explications. Et nous avons donc plusieurs questions. Merci à vous, chers internautes, qui n'avez pas hésité à les poser. Je prends d'abord celle de Julie. Est-il nécessaire d'annoncer le plan ? Alors, il n'est pas nécessaire d'annoncer le plan. On peut le faire, ça peut être très bien, mais ce qu'on doit bien comprendre, c'est que si la problématique est bien formulée, s'il y a la bonne alternative, déjà on a les deux premières parties qui sont annoncées. Et on peut poser une troisième question qui sera celle de la troisième partie. Donc il n'est pas nécessaire de le faire, on peut le faire, mais ce n'est pas une obligation si l'introduction est bien construite. Normalement, la structure de la dissertation est déjà annoncée dans la problématique qui reprend ce qui sera traité ensuite dans l'ordre.
Merci beaucoup. Alors j'ai une autre question de Gaspard. Combien faut-il citer d'auteurs dans une dissertation? Alors, il n'y a pas un nombre d'auteurs qui est attendu. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est citer par exemple un auteur par sous-partie, ce qui ferait 9 auteurs par exemple au sein de la dissertation, ça fait beaucoup trop d'auteurs. Un auteur par partie, c'est largement suffisant. 2, c'est possible, mais en tout cas, à chaque fois qu'on mobilise un auteur, ça doit être fait de manière précise, montrer qu'on connaît bien son cours, et non pas de manière... Ça ne doit pas être un vague souvenir, une vague réminiscence de l'auteur qui apparaît comme ça. Ça, c'est un piège, et du coup, la tentative, ce serait de citer plein de noms comme ça. Non, un auteur par partie, ça suffit, et on l'exploite à fond. Il vaut mieux moins d'auteurs bien expliqués que trop d'auteurs sans trop connaître. Okay. Merci beaucoup. Et une autre question d'Alicia. Doit-on donner son opinion, voire utiliser le je? Alors, là, c'est 2 choses différentes. Il ne faut pas utiliser le je. Il ne faut pas dire je pense que. Il faut préférer des formules plus impersonnelles comme on ou nous. Nous pensons que, on estime que. Donner son opinion. Alors, on peut commencer une partie en donnant son opinion, mais en utilisant cette forme impersonnelle, le on ou le nous. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès qu'on essaie de fonder son opinion avec des arguments, quelque part, on s'élève à l'universalité, parce que les arguments sont rationnels et la raison, c'est la même pour tout le monde. Donc en fait, dès qu'on justifie ses opinions, on n'est plus vraiment dans son opinion personnelle. D'accord ? Voilà. Et une dernière question de Nina. Faut-il impérativement 3 parties et 3 sous-parties ? Alors, il est bien d'essayer de faire 3 parties de la dissertation. C'est vrai que la 3e partie est souvent difficile à faire. Une dissertation avec 2 parties ne sera pas nécessairement une dissertation catastrophique parce qu'elle a 2 parties. On ne vous en voudra pas, mais les correcteurs sont très sensibles à votre effort pour faire une 3e partie. Ils ont conscience que ce n'est pas une partie qui est facile à construire, mais il faut se donner la peine d'essayer de la faire. Et ne pas se donner la solution de facilité, simplement 2 parties. Il est mieux d'essayer de faire 3 parties. Et dans chacune des parties, alors là, on a dit 3 sous-parties à chaque fois. Là encore, ce n'est pas une règle stricte. Il peut y avoir une partie où il n'y a que 2 sous-parties. Une sous-partie, non. 2 minimum. 3, c'est bien. Et le fait de se dire que je vais mettre 3 sous-parties dans mes parties, ça me force parfois à trouver des arguments. Là où si je me dis je vais mettre que 2 sous-parties, quelque part, je ne me donne pas la chance de trouver d'autres arguments. Merci beaucoup pour cette correction et merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Ne vous mentez pas à vous-même, vous avez tous besoin de réviser. Alors pour ça, n'hésitez pas à consulter toutes nos autres vidéos. On vous propose des corrections pour plusieurs matières, les maths, le français et j'en passe. À bientôt et très bonne fin de journée.